C'est une joie. C'est une joie de vous retrouver tous ici présents, et c'est avec une certaine émotion que je vous accueille ici ce soir à l'Espace Saint-Martin. Depuis maintenant plusieurs semaines, des dizaines d'adhérents, de bénévoles, travaillent pour faire de cette soirée votre soirée. Vous êtes venus de la France entière. J'ai rencontré des personnes tout à l'heure, des adhérents et des non-adhérents qui venaient de Bretagne, de Nantes, de la région Rhône-Alpes. J'ai vu quelqu'un venir d'Oyonnax, de la région PACA. J'ai même tout à l'heure une personne qui m'a dit « j'arrive directement de Moscou ». J'ai vu des gens venir d'Italie, de Suisse. C'est un immense plaisir et une véritable satisfaction pour tous les bénévoles qui travaillent depuis tant de semaines. Ce soir, nous avons un objectif. C'est vous convaincre qu'une autre voie est possible et que tout peut commencer ensemble. J'aimerais revenir un instant sur l'origine même du mouvement. Vous le savez, j'ai 37 ans, je suis marié, père de 3 enfants, bientôt 4 dans quelques semaines. Mon épouse est ici au premier rang. Et j'ai créé ma première entreprise, j'avais tout juste 11 ans, certains le savent. J'ai créé une petite entreprise de livraison de petits déjeuners à domicile. Parce que quand vous vous levez à 5 heures le matin, eh bien vous vous ennuyez, alors il fallait s'occuper. Et comme mes parents habitaient dans les Yvelines, dans un petit village, j'ai décidé de livrer les petits déjeuners. Avec ça, j'ai appris ce que c'était que de devenir entrepreneur. Souvent, lors de conférences, des élèves, des étudiants me posent la question, me disent « Mais Nicolas, comment est-ce qu'on devient entrepreneur ?» Et je leur dis « C'est très simple. Entrepreneur, c'est avoir une idée et avoir cette capacité à lui donner vie. » J'ai poursuivi mes études. Oh, pas très longtemps. Tu vois, cher Antoine, j'ai arrêté mes études à l'âge de 16 ans parce que j'étais en rupture avec l'éducation nationale, parce que le système éducatif français ne me correspondait pas. Alors, après avoir eu un beau 2 sur 20 à un contrôle des chimies, j'ai claqué la porte et je suis rentré dans la vie active. J'ai embrassé la vie. Je suis devenu commercial dans l'automobile, puis directeur des ventes. Et à 19 ans, mon père, qui avait créé un groupe en informatique, avait l'une de ses filiales qui était un petit peu en difficulté. Et je me suis dit, moi qui ai toujours rêvé d'être entrepreneur, eh bien, je vais le rejoindre, il va m'apprendre un nouveau métier et je vais reprendre cette entreprise. Cette entreprise, elle s'appelle Solic. C'est l'entreprise que je dirige toujours aujourd'hui. Cette entreprise, j'ai démarré dans un bureau de 10 mètres carrés. Mon père m'a transmis tout son savoir-faire. Il m'a formé, il m'a épaulé. Et puis après, j'ai volé de mes propres ailes. En 10 ans, cette entreprise a généré plus de 40% de croissance par an. En 10 ans, nous avons créé des dizaines d'emplois et pourvu des milliers de postes à travers toute la France, puisque notre métier était le conseil en recrutement. En 10 ans, nous avons créé l'agence de Paris, de Lyon, de Lille, de Nantes, de Quimper. Nous sommes même allés jusqu'à Genève et à Alger. Cette entreprise, en 2008, elle générait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle dégageait 900 000 euros de résultats et nous avions 92 collaborateurs. Et puis, il y a une date. Il y a quelques dates comme ça dans la vie que vous n'oubliez pas. Le 15 septembre 2008. Vous vous souvenez de cette date ? C'est la faillite de cette grande banque américaine, Lehman Brothers. Cette banque américaine qui a généré plus de 600 milliards de dollars de dettes. Elle a provoqué un véritable cataclysme, un tsunami. Et ma petite entreprise, elle a été touchée par la crise. Vous voyez, l'entrepreneur que je suis, d'une PME, mais l'homme aussi, a été touché de plein fouet par cette crise économique. Et alors il a fallu réagir.
J'ai baissé ma rémunération de 40%. J'ai demandé à mes associés de l'époque de baisser leur rémunération de 20%. J'ai fait supprimer nos voitures de fonction. Mais c'est normal. Tout dirigeant d'entreprise doit être exemplaire vis-à-vis de ses salariés. Il faudrait de même, d'ailleurs, de la part de notre classe politique, surtout en période de crise. Et puis, il a fallu réagir. Souvenez-vous de cette époque. Nos amis anglais faisaient la queue de l'autre côté de la Manche pour aller chercher leurs livres sterling. On nous parlait de la faillite de l'Italie, de l'Espagne, de l'Irlande, du Portugal, voire de la France. On nous parlait même de l'implosion de l'euro. Cette crise, je n'ai pas eu d'autre choix que de déposer le bilan, après 15 mois de combat. Et lorsque j'ai déposé le bilan, le juge et mes conseils m'ont dit « Vous savez, Nicolas, il n'y a que 2,5% des entreprises en redressement judiciaire qui arrivent à valider un plan de continuation. » Quel bonheur! On m'ouvre une porte de sortie. Enfin la lumière au fond du tunnel. Je suis arrivé, j'ai réuni mes collaborateurs. Je leur ai dit, j'ai 2 nouvelles à vous annoncer, une bonne et une mauvaise. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai pris la décision de déposer le bilan. Vous ne serez pas payé à la fin du mois. La bonne nouvelle, c'est que sur 100% d'entreprises qui partent en redressement judiciaire, il n'y en a que 2,5% qui s'en sortent. Je vous laisse imaginer la tête de mes salariés. Ils ont dit là, Nicolas, il a cassé quelque chose qui ne fonctionne plus. Eh bien, écoutez, nous nous sommes battus avec force et conviction. Et 6 mois après, nous sommes sortis de la période de redressement judiciaire. Alors vous voyez, quand on regarde l'état de la France, quand on regarde ce pays extraordinaire qui traverse depuis maintenant plus de 30 ans une crise majeure liée à nos déficits, au chômage, aux faillites de nos entreprises. Ce soir, je me dis, nous avons peut-être uniquement 2% de chance de nous en sortir. Eh bien, le message que je voulais vous faire passer ce soir, c'est que je vous demande de saisir cette chance, comme moi et mes collaborateurs, nous avons su la saisir pour sauver cette entreprise. Nous avons peut-être que 2,5%, mais il y a une chose qui est sûre, et nous allons vous le démontrer avec force, avec conviction ce soir, nous refusons le fatalisme. Depuis mon entrée dans la vie active, personnellement, depuis 1993, je traverse crise économique sur crise économique. Depuis le 15 septembre 2008, la France, l'Europe et une bonne partie de la planète traversent une crise sans précédent. Vous le savez, en Europe, nous avons une histoire. Nos arrière-grands-parents se sont battus pendant des années lors des 2 grandes guerres. Nous avons eu des dizaines de millions de victimes. Et lorsque je rencontre des personnes et qu'on me dit on est contre l'Europe, contre le système, je leur dis la chose suivante. La plus belle réussite de l'Europe, c'est la paix des nations. Par contre, le plus grand échec de l'Europe, c'est sa politique économique. Alors c'est vrai que cette crise, elle a quelque chose de terrible. Elle ne génère pas des dizaines de millions de victimes comme ont pu connaître nos arrière-grands-parents. Et bien heureusement. Moi, je préfère vivre la Première Guerre mondiale économique que de vivre la Troisième Guerre mondiale. C'est une certitude pour moi. Et vous voyez, le projet d'entreprendre pour la France, il s'inscrira toujours dans le cadre d'un grand projet européen. Mon expérience m'a permis de comprendre une chose. Pour sortir de la crise, nous devons être unis, nous devons être solidaires, nous devons aider le citoyen qui est en situation extrêmement difficile. Et puis, nous devons retrouver aussi une certaine fierté. Je vais vous raconter une petite histoire. En avril dernier, j'ai vu un spectacle extraordinaire, un son et lumière sur l'esplanade des Invalides. Nous étions 1 millier de personnes, des Français, des Françaises, de toute origine,
Et puis il y avait des étrangers. Ils venaient découvrir l'histoire de France. Nous avons débuté ce son et lumière avec Louis XIV. Et puis, le bruit est arrivé. Le hurlement des Parisiens, le bruit des fourches. Puis on a vu le sang couler sur les façades des Invalides. C'était la Révolution française. Et puis est arrivé Bonaparte, Napoléon. Et excusez du peu, nous avons terminé avec le général de Gaulle. Alors il y a une chose dont on est sûr à entreprendre pour la France, c'est que nous sommes fiers de notre histoire. Nous sommes fiers de notre pays. Nous sommes fiers du drapeau tricolore. Nous sommes fiers de chanter la Marseillaise. Voilà des convictions profondes que tous les membres fondateurs ont au sein d'Entreprendre pour la France. Mais c'est un fait. Depuis maintenant 30 ans, nous sommes en train de gaspiller, de détériorer un héritage exceptionnel. Et moi, pour mon pays, je rêve d'autre chose. Je rêve de grandeur. Je rêve de grands projets européens. J'en ai marre de voir cette Europe s'empêtrer dans ses problèmes politiques, de communication, pendant que l'Asie, les États-Unis continuent d'accélérer. Nous avons tellement de génie en France. C'est à nous d'innover, c'est à nous d'être créatifs, c'est à nous d'apporter les idées. Regardez tout ce que l'on a de bien dans ce pays extraordinaire. Nous avons nos entreprises du CAC 40. Savez-vous ici, dans cette salle, que nous avons un leader dans tous les secteurs de pointe? Vous voulez que je vous cite Valeo? Vous voulez que je vous cite le groupe Total, qui est le 4e pétrolier, alors qu'on n'a pas une goutte de pétrole dans le pays? Est-ce que vous voulez qu'on vous cite Orange, LVMH, Hermès, Air Liquide, Vallourec, le groupe Essilor et tant d'autres? Ce pays est extraordinaire. Et puis il y a toutes ces TPE, ces PME qui représentent aujourd'hui 65% de notre puissance économique. Lorsque le général de Gaulle a bâti sa grande politique, il avait une vision à long terme. Lorsqu'il a décidé l'indépendance énergétique de la France en investissant massivement sur le nucléaire parce que nous n'avions pas toutes les ressources naturelles. Qui peut se plaindre aujourd'hui de payer l'électricité la moins chère d'Europe? Nous, Français? Je ne le pense pas. Nous avions les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Regardez le projet d'Ariane Espace. C'est encore un grand projet du général de Gaulle. Regardez Airbus, les groupes EADS aujourd'hui. Tout ça sont des initiatives, des projets à long terme. C'est sans doute l'un des problèmes que nous avons aujourd'hui. Alors vous voyez, moi je suis entrepreneur, autodidacte, et j'ai une devise. Être entrepreneur, c'est réussir à force de ne jamais abandonner. Ce mouvement, nous l'avons créé pour vous. C'est votre mouvement. Notre classe politique, c'est un fait, n'est plus apte à gouverner. Depuis 30 ans, c'est une politique clivante dont les deux grands partis, de droite comme de gauche, passent inlassablement leur temps à opposer les Français les uns aux autres. Vous, madame, vous, monsieur, et nous sommes tous responsables de cette situation. Nous sommes des citoyens. Nous avons le droit de vote. C'est nous qui mettons la classe politique au pouvoir. Et aujourd'hui, ce mouvement a pour objectif de rassembler des hommes et des femmes de toute sensibilité. Lorsqu'on a la chance de fonder une famille, lorsqu'on a la chance d'avoir des enfants, bien évidemment qu'il y a un socle commun en matière d'éducation. Mais est-ce qu'on peut appliquer les mêmes règles, les mêmes principes avec chaque enfant? Bien évidemment que non. J'ai la chance d'avoir 3 enfants. Mes 3 enfants sont différents. Je ne peux pas traiter de la même manière. Je ne peux pas tout à fait les éduquer de la même manière. Ils ont leur personnalité, ils ont leurs convictions. Eh bien, dans un pays, c'est exactement pareil. Nous devons nous rassembler, bien évidemment,
sur les grands sujets majeurs qui nous concernent et accepter les différences et les points de vue d'autres. Alors, pouvons-nous accepter encore un instant de ne rien faire? La réponse est non. Pouvons-nous encore un instant accepter de voir notre pays s'effondrer? La réponse est non. Alors ce soir, moi je vous pose une question. Que devons-nous faire? Avez-vous une autre solution? On continue de regarder le gouvernement actuel? Nous allons attendre 3 ans et demi en espérant, pour ceux qui le pensent, avoir un autre gouvernement d'une autre sensibilité dans 3 ans et demi? Et puis on recommence pour 5 ans? Non. C'est pour ça qu'on a créé Entreprendre pour la France. C'est pour ça qu'avec les 25 membres fondateurs que j'ai pu réunir, il y a maintenant, c'était au mois de février, j'ai réuni des syndicalistes, des auto-entrepreneurs, des patrons, des femmes au foyer, des jeunes, des personnes de la fonction publique, des salariés du privé, des cadres. Je leur ai exposé le projet. Je leur ai exposé la ligne directrice du mouvement. Social pour l'homme, libéral pour l'entreprise. Et vous savez ce qui s'est passé 48 heures après? Il y a 24 membres sur 25 qui ont adhéré et qui ont rejoint le mouvement. Et là, je me suis dit, on a vraiment quelque chose à faire. Alors EPF n'est pas un mouvement dédié aux chefs d'entreprise, je suis désolé. Nous avons plein de syndicats, plein de mouvements qui existent pour ça, c'est très bien. Entreprendre pour la France est un mouvement dédié à toute la société civile. Parce que chaque Français, chaque citoyen a son histoire, a ses compétences, a sa façon de voir les choses, a ses propres sensibilités. Eh bien aujourd'hui, puisque la solution ne vient pas des partis politiques, c'est à nous, société civile, de nous assumer et de prendre nos responsabilités. Aujourd'hui, nous ne sommes pas un parti politique. Je l'ai voulu. Si nous voulons légitimer la manière de faire de la politique, il faut être crédible. Alors moi, je vous propose une chose ce soir. Je vous propose une méthode. Nous vous proposons avec tous les membres et les commissions qui sont et qui vont se créer dans les semaines à venir de bâtir ce grand projet. Nous devons gagner sur le fond, nous devons gagner sur les idées, nous devons gagner sur la méthode. Et seulement après, nous prendrons nos responsabilités et nous transformerons notre mouvement d'idées en une nouvelle force politique. La légitimité, elle ne se décrète pas, elle s'acquiert. J'aimerais revenir un instant sur social pour l'homme, libéral pour l'entreprise. Notre devise, on ne l'a pas inventée sur un coin de table. Elle est ancrée profondément en nous. Qu'est-ce que nous entendons par social pour l'homme? Mais c'est parce que moi, égoïstement, je veux préserver mon modèle social. Je veux que nous soyons tous co-responsables et que nous soyons capables de transmettre cet héritage à nos enfants et aux générations futures. Sinon, quel égoïsme! C'est ça la France? Social pour l'homme, c'est accepter de revoir notre modèle social, c'est accepter de le moderniser, c'est accepter de l'adapter, c'est accepter de le simplifier. Il est devenu tellement complexe qu'on n'est même plus capable de le contrôler. Il est devenu tellement lourd et tellement complexe qu'aujourd'hui, nous sommes devenus, dans un certain nombre de cas, des champions du monde pour le contourner. Résultat, l'argent public voté par le législateur, toutes les lois qui sont votées, cet argent public ne va pas toujours ce pourquoi il devrait aller. Il faut remettre du bon sens, il faut remettre du pragmatisme. Eh bien, social pour l'homme, c'est moderniser, adapter et bien évidemment financer ce modèle social.
Mais pour faire du social, il faut des richesses, il faut des impôts. Pour avoir des ressources financières, il nous faut des entreprises, il nous faut des salariés, il nous faut des revenus. C'est juste une question de bon sens. Libéral pour l'entreprise, ça n'est pas le libéralisme à tout va. Libéral pour l'entreprise, c'est de mettre en place des propositions simples pour permettre à chaque entrepreneur dans ce pays de consacrer 99% de son énergie à entreprendre, à développer, à embaucher, à développer les compétences, à investir à l'international, pour qu'il ait cette envie de créer de la richesse, pour qu'il ait envie de créer de l'emploi. Savez-vous que nous avons 468 niches fiscales ? Savez-vous que nous distribuons chaque année 75 milliards d'euros auprès de ces 468 niches? Est-ce que vous avez déjà regardé votre impôt sur le revenu? Est-ce que vous comprenez aujourd'hui une fiche de paye? J'ai demandé à mon père de me donner sa fiche de paye de 1968. Je vous invite à comparer par rapport à 2013. Faites l'exercice. À l'époque, il gagnait 687 francs. 5,7% de retenue sur le salaire brut. 23% aujourd'hui. 27% de charges patronales. 53% aujourd'hui. Et on a des déficits records. Néanmoins, je vous pose une question ce soir. On va encore attendre combien de temps? Vous voulez qu'on prenne la photo d'un bulletin de paye dans 10 ans, dans 20 ans, et on nous explique que la classe politique n'a pas cette capacité de réformer structurellement? Arrêtons de voir à court terme. Remettons de l'ambition dans ce pays. Acceptons de réformer structurellement ce pays pour l'intérêt des Français et des Françaises. C'est notre intérêt. Je terminerai ce soir par cette citation de Churchill. Churchill disait « La réussite, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. » Eh bien, ce soir, je peux vous dire que nous tous, ici présents, membres fondateurs et bénévoles, on a un enthousiasme, vous ne pouvez même pas imaginer. Nous sommes habités d'une énergie capable de tout renverser sur son passage. Eh bien, vous l'aurez compris, la réussite de la France, elle se trouve devant elle. Et la réussite de la France, c'est toute la société civile que vous représentez. Je vous souhaite la plus belle des soirées. Merci à vous.